Bonjour à tous, je suis ravi de vous accompagner ce soir pour une plongée dans l'inconnu. Avant de commencer, je vous invite à laisser un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et à aimer cette vidéo si vous appréciez ces récits. Installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-moi vous emmener dans des histoires qui, je l'espère, vous feront frissonner autant qu'elles m'ont marqué. J'avais 15 ans lorsque cela s'est produit, et même 20 ans plus tard, certaines nuits, le souvenir de cette journée dans les Uinta Mountains me hante encore. Mon grand-père et moi étions partis pour notre traditionnelle chasse annuelle dans le comté de Summit, à la frontière entre l'Utah et le Wyoming. Il était biologiste à la retraite, un homme rationnel, qui expliquait tout par la science. Pourtant, ce jour-là, même lui a été incapable de rationaliser ce que nous avons vu. Nous avions quitté le campement tôt ce matin-là, vers 5 heures, pour profiter des meilleures heures de chasse. L'air était froid et sec, typique de l'automne en altitude. Les montagnes étaient magnifiques, couvertes de trembles aux feuilles dorées qui frémissaient au moindre souffle de vent. Nous avions suivi les traces de cerfs pendant des heures, mon grand-père me montrant comment lire les signes de la forêt. Vers midi, nous avions fait une pause près d'un ruisseau. Il avait sorti son thermos de café et les sandwichs au jambon préparés par ma grand-mère. Nous parlions de mes études, de mes projets, et il me racontait ses propres souvenirs de chasse avec son père. L'après-midi avait filé trop vite. Lorsque nous nous sommes rendus compte de l'heure, le soleil commençait déjà à disparaître derrière les crêtes. Dans ces montagnes, la nuit tombe brutalement en octobre. Un instant, il fait jour. L'instant d'après, vous êtes plongé dans l'obscurité. Mon grand-père a consulté sa montre et a secoué la tête. Il faut redescendre maintenant, sinon ta grand-mère va s'inquiéter. Nous avons commencé à descendre par le sentier que nous avions emprunté le matin, mais quelque chose n'allait pas. Les arbres semblaient différents, plus serrés, plus sombres. Le terrain était plus accidenté que dans mes souvenirs, jonché de troncs morts. Mon grand-père, habituellement si sûr de lui, consultait sa boussole plus souvent que d'habitude. « Je crois qu'on a pris un mauvais embranchement », a-t-il murmuré. Nous n'avions pas le choix, il fallait continuer à descendre. L'obscurité gagnait du terrain à chaque minute. Nous avons allumé nos lampes frontales et continué à avancer, enjambant les troncs, nous faufilant entre les rochers. Le silence était lourd, presque palpable. Même nos pas sur les feuilles mortes semblaient étouffés. C'est alors que nous l'avons entendu. Un son indescriptible, à mi-chemin entre un hurlement humain et un grincement métallique. Puis un claquement rapide, comme des castagnettes, mais plus sec, plus dur. Mon grand-père s'est figé. « Écoute », a-t-il chuchoté. Le bruit s'est répété, plus proche cette fois. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. Il n'a pas répondu tout de suite. Il scrutait la forêt, balayant les troncs blancs des trembles avec sa lampe. Les ombres dansaient, même lorsque la lumière ne bougeait pas. « Je ne sais pas », a-t-il fini par dire. Et c'est cela qui m'a terrifié. Mon grand-père savait toujours tout expliquer. Le bruit a repris, cette fois sur notre droite, puis sur notre gauche, comme si quelque chose nous encerclait. Il m'a attrapé le bras et m'a tiré vers lui. On continue à descendre. Dowsement. Nous avons repris notre marche, mais j'avais l'impression que chaque pas résonnait dans toute la forêt. Le bruit nous suivait, tantôt proche, tantôt lointain, mais toujours présent. Puis j'ai vu un mouvement. Une ombre entre les arbres, dans ma vision périphérique. Quand j'ai tourné la tête, il n'y avait rien. Mais cette impression d'être observé persistait. Mon grand-père balayait la forêt avec sa lampe, lentement, méthodiquement. Soudain, son faisceau s'est arrêté. J'ai suivi son regard et j'ai vu ce que j'espère ne jamais revoir. Accroupi derrière un gros tremble, à une vingtaine de mètres, une créature humanoïde, mais pas humaine. Sa peau était d'une pâleur cadavérique, ses bras démesurément longs enroulés autour du tronc comme pour l'étreindre. Mais c'est son visage qui m'a glacé le sang. Il n'y avait pas de visage, du moins pas comme nous les connaissons. Juste une surface creusée, enfoncée, comme si quelqu'un avait pressé de la pâte molle. Ses yeux reflétaient notre lumière, mais il n'y avait rien d'animal dans ce regard. C'était intelligent. Conscient. Et ça nous observait. Ma bouche est devenue sèche, mon sang s'est transformé en glace. Je n'arrivais plus à respirer. Mes jambes tremblaient si fort que je n'étais pas sûr de pouvoir rester debout. La créature a bougé la tête lentement, comme pour mieux nous observer. Mon grand-père m'a saisi le bras si fort que j'en ai eu un bleu pendant des jours. Onigregaba. Maintenant. Nous avons commencé à marcher plus vite, puis à courir, trébuchant sur les racines et les pierres. Derrière nous, le bruit a repris, ce mélange de hurlements et de claquements. Mais cette fois, il nous entourait. Ça venait de partout, comme si plusieurs créatures nous escortaient dans notre fuite.
J'ai commencé à pleurer sans m'en rendre compte. Des larmes chaudes coulaient sur mes joues froides. Mon grand-père parlait tout seul, murmurant « Ce n'est pas un ours, ce n'est pas un puma, ce n'est pas un élan malade ». Il énumérait tout ce que ça ne pouvait pas être, comme s'il essayait de se convaincre qu'il existait une explication rationnelle. Le bruit nous a suivis encore quelques minutes, puis s'est éloigné progressivement, comme une vague qui se retire. Nous avons continué à courir jusqu'à retrouver le vrai sentier, celui que nous connaissions. Ce n'est qu'en arrivant à la voiture que nous nous sommes enfin arrêtés, en sueur malgré le froid. Mon grand-père a mis le contact et allumé le chauffage au maximum. Ses mains tremblaient sur le volant. Nous sommes restés assis là, sans parler, le moteur tournant, les phares éclairant la lisière de la forêt devant nous. J'attendais qu'il me donne une explication, qu'il trouve une théorie scientifique. Mais il n'a rien dit. « Grand-père, qu'est-ce que c'était » ai-je enfin demandé. Il a regardé ses mains sur le volant pendant un long moment avant de répondre « Je ne sais pas, fiston. Je ne sais vraiment pas. » Le trajet du retour s'est fait en silence. Quand nous sommes arrivés à la maison, ma grand-mère nous attendait avec le dîner. « Alors, comment s'est passée votre journée » a-t-elle demandé. « Très bien, » a répondu mon grand-père. « On a juste perdu le sentier en redescendant. » Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais cette créature accroupie derrière l'arbre, ses bras trop longs, ce visage enfoncé, ses yeux qui nous regardaient avec une intelligence froide. Et je repensais à la réaction de mon grand-père. Cet homme, qui avait toujours une explication pour tout, était resté muet devant ce que nous avions vu. Les jours suivants, j'ai essayé de faire des recherches. J'ai consulté des livres sur la faune locale, cherché des histoires de cryptides dans la région. J'ai même posé des questions discrètes à d'autres chasseurs, mais rien ne correspondait à ce que nous avions vu. Les descriptions les plus proches parlaient de Bigfoot, mais cette créature était trop maigre, trop pâle, trop autre. Mon grand-père n'a jamais reparlé de cet épisode. Les années suivantes, quand je lui proposais de retourner chasser dans les High Uinta Mountains, il trouvait toujours une excuse pour aller ailleurs. Il est mort l'année dernière, emportant avec lui le souvenir de cette journée. À son enterrement, j'ai repensé à ce moment où nos yeux avaient croisé ceux de cette créature, et je me suis dit que peut-être mon grand-père avait eu de la chance de mourir sans jamais avoir eu d'explication. Car depuis quelques mois, j'ai recommencé à faire des cauchemars. Je rêve de ces montagnes, de cette forêt silencieuse, de ce visage creusé qui me regarde dans l'obscurité. Et parfois, au réveil, j'ai l'impression d'entendre ce bruit au loin, ce mélange de hurlements humains et de grincements métalliques. La semaine dernière, j'ai trouvé un article en ligne sur des disparitions inexpliquées dans les parcs nationaux américains, plusieurs cas dans les High Uinta Mountains. Des gens partaient en randonnée et ne revenaient jamais, malgré des recherches intensives. Ou alors, on les retrouvait des jours plus tard dans des endroits impossibles, sans aucun souvenir de ce qui leur était arrivé. Je me demande parfois ce qui se serait passé si nous avions continué à marcher ce jour-là, au lieu de fuir. Si nous avions essayé d'approcher cette créature, de comprendre ce qu'elle était. Mais au fond de moi, je sais que nous avons eu raison de partir en courant. Car cette chose, elle savait que nous étions là. Elle nous observait, nous étudiait peut-être. Et quelque chose me dit qu'elle nous observe encore. Je n'ai jamais été quelqu'un d'anxieux. Mes amis peuvent en témoigner. J'étais le genre de personne qui s'endormait dès que ma tête touchait l'oreiller. Pas d'insomnie, pas de stress nocturne. Pourtant, cette nuit d'octobre 2012, tout a basculé. J'habitais encore chez mes parents dans le New Jersey, dans une petite maison de banlieue tranquille. Ma chambre était au premier étage, avec une vue sur le jardin. C'était mon havre de paix, l'endroit où je me sentais le plus en sécurité. Cette nuit-là avait commencé comme les autres. J'avais regardé un film avec mes parents, mangé des céréales devant la télé, puis j'étais monté me coucher vers 23 h. J'avais fait ma routine habituelle, brosser les dents, enfiler mon pyjama, vérifier que mon réveil était bien réglé. Mais quand j'ai éteint la lumière et me suis glissé sous les couvertures, quelque chose clochait. Au lieu de sombrer dans le sommeil, mon cerveau s'est mis à tourner en boucle. J'avais cette sensation étrange, comme si quelqu'un m'observait. Je me retournais dans tous les sens, mais impossible de trouver une position confortable. Puis, je l'ai vue. Une silhouette, debout dans le coin de ma chambre, près de la commode. Grande, mince, complètement noire, comme une ombre solide. Au début, j'ai pensé que c'était mes vêtements accrochés à la chaise qui me jouaient des tours. Mais plus je regardais, plus la forme devenait nette, définie. Et il y avait cette chose rouge qui pendait devant, comme une langue énorme sortant de ce qui devait être sa bouche. Je me suis frotté les yeux, convaincu que c'était la fatigue. Mais quand je les ai rouverts, elle était toujours là. Pire, elle semblait plus proche qu'avant. Mon cœur a commencé à battre plus fort.
J'ai allumé ma lampe de chevet d'un coup sec, et bien sûr, il n'y avait rien. Juste ma chambre normale, mes affaires éparpillées sur la chaise, le poster de mon groupe préféré au mur. J'ai laissé la lumière allumée quelques minutes, puis je l'ai éteinte et j'ai essayé de me rendormir. Mais dès que l'obscurité est revenue, la silhouette était là, exactement au même endroit, avec cette langue rouge immonde qui pendouillait. J'ai passé des heures comme ça, allumant et éteignant la lumière, incapable de fermer l'œil. Chaque fois que je regardais l'horloge du salon, les minutes s'égrenaient lentement. Minuit, 1h15, 2h20. Vers 2h59, j'étais hypnotisé par les chiffres verts qui clignotaient. Les secondes défilaient. 58, 59. Puis les chiffres ont basculé sur 3 heures. Exactement à ce moment-là, un vacarme épouvantable a explosé dans ma chambre. Des centaines de grillons se sont mis à chanter tous ensemble, un bruit strident et assourdissant, comme si des milliers d'insectes avaient soudain envahi la maison. J'ai bondi de mon lit, paniqué. Le bruit était si fort que j'étais sûr que ça allait réveiller toute la maison. J'ai couru vers l'interrupteur pour allumer, mais avant même que j'atteigne le mur, le silence est revenu d'un coup. Un silence total, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton d'arrêt. J'ai regardé l'horloge, 3h01. 1 minute exactement. Les grillons avaient chanté pendant 60 secondes précises. Mes mains tremblaient quand j'ai allumé la lumière. Ma chemise de pyjama était trempée de sueur froide. J'ai vérifié partout dans ma chambre, sous le lit, dans le placard, derrière les meubles. Rien. Pas un seul grillon. Je suis descendu voir mes parents, mais ils dormaient profondément. Aucun d'eux n'avait été réveillé. Le lendemain matin, je leur ai demandé s'ils avaient entendu quelque chose. Ils m'ont regardé bizarrement et ont dit que non. La nuit avait été parfaitement calme. Mais ce n'était que le début. Les nuits suivantes, d'autres phénomènes ont commencé. Un brouillard bleuâtre montait du sous-sol chaque soir vers la même heure. Mes parents ne voyaient rien. Pour eux, l'air était parfaitement clair. Puis il y a eu les vibrations dans mon lit. Pas des tremblements de terre, mais comme si quelqu'un secouait mon matelas par en dessous. Dès que j'allumais la lumière, ça s'arrêtait immédiatement. Le sommeil est devenu impossible. Même quand l'épuisement prenait le dessus, ces phénomènes me réveillaient en sursaut. J'avais des cernes énormes. Mes notes au lycée ont commencé à chuter. Mes amis me demandaient sans arrêt si j'étais malade. Et les rêves. Mon Dieu, les rêves. Chaque fois que j'arrivais à dormir, j'étais bombardé d'images terrifiantes. Des églises en flammes, des croix qui s'écroulaient, des statues de saints qui fondaient comme de la cire. Et au centre de tout ça, il y avait toujours cette bataille entre un ange avec une épée flamboyante et une créature noire informe. Exactement comme la silhouette que je voyais dans ma chambre. Ces rêves étaient différents des cauchemars normaux. Ils avaient une netteté, une intensité qui me laissait épuisé au réveil. Je me souvenais de chaque détail, chaque couleur, chaque son, l'odeur de soufre, le crépitement des flammes, les cris déchirants. Une nuit, désespéré, j'ai décidé de dormir sur le canapé du salon. Je me suis dit que peut-être le changement d'environnement m'aiderait. Au début, ça semblait marcher. Puis j'ai entendu des pas au premier étage. Des pas lents, délibérés, qui allaient de ma chambre vers celle de mes parents. Mon sang s'est glacé. Tout le monde dormait. Il ne devrait y avoir personne debout. Les pas ont continué pendant plusieurs minutes, puis se sont arrêtés devant la chambre de mes parents. J'ai attendu, le cœur battant, mais rien ne s'est passé. Le lendemain matin, j'ai demandé à mes parents s'ils s'étaient levés pendant la nuit. Ils ont dit que non. Ils avaient dormi d'une traite. C'est vers cette époque que les rêves ont commencé à changer. Au lieu des scènes religieuses apocalyptiques, je me retrouvais dans un champ de maïs mort sous un ciel gris. Les tiges étaient noires et cassantes, et des enfants couraient entre les rangées. Mais ces enfants avaient quelque chose d'anormal. Leur peau était grise comme de la cendre, leurs yeux complètement blancs, et ils ne faisaient aucun bruit en bougeant. Dans ces rêves, j'essayais toujours de les suivre, mais plus je courais, plus ils s'éloignaient. Et au loin, j'entendais cette voix grave et gutturale qui répétait sans arrêt la même chose, sans que je puisse comprendre les mots. Les semaines ont passé, et mon état empirait. Mes parents ont commencé à s'inquiéter sérieusement. Ils voulaient m'emmener voir un médecin. Mais comment leur expliquer ce que je vivais sans passer pour fou? Un soir, j'étais assis à mon bureau, en train d'essayer de faire mes devoirs, quand j'ai senti une présence derrière moi. Je me suis retourné lentement, et elle était là. La silhouette noire, avec sa langue rouge, mais cette fois, elle n'était pas dans le coin. Elle était debout, juste à côté de mon lit, immobile, me regardant. Mon stylo est tombé de ma main. Je ne pouvais plus bouger, plus respirer. Elle était si proche que j'aurais pu la toucher si j'avais tendu le bras. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'elle me voyait vraiment, qu'elle était consciente de ma présence. Nous sommes restés comme ça, figés dans cette confrontation silencieuse,
pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis, sans prévenir, une chaleur incroyable a envahi la pièce. Pas une chaleur normale, mais quelque chose de différent, de rassurant, comme un câlin géant qui m'enveloppait. Et c'est là qu'elle est apparue. Au pied de mon lit, une nouvelle silhouette s'est matérialisée, mais celle-là était différente. Blanche, translucide, rayonnante d'une lumière douce. Elle flottait légèrement au-dessus du sol, et malgré son aspect spectral, elle dégageait une paix profonde, une sérénité que je n'avais jamais ressentie. Les deux silhouettes se sont regardées pendant quelques secondes qui m'ont paru des heures. Puis la figure noire a reculé lentement jusqu'à se fondre dans l'ombre du coin de ma chambre et disparaître complètement. La silhouette blanche s'est tournée vers moi. Je ne pouvais pas distinguer son visage, mais j'ai senti qu'elle me souriait. Cette sensation de paix et de protection m'a submergé, chassant d'un coup toute la peur et l'angoisse qui m'oppressaient depuis des semaines. Mes épaules se sont détendues, ma respiration est redevenue normale. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu envie de dormir. La figure blanche a hoché la tête, comme pour me dire que tout allait bien maintenant. Puis elle s'est évaporée doucement, laissant ma chambre dans le noir, mais avec une atmosphère complètement transformée. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis octobre. Pas de grillon à 3 heures pile, pas de brouillard bleu, pas de lit qui vibre, pas de cauchemar. Juste un sommeil réparateur et paisible. Le lendemain matin, je me sentais comme un homme nouveau. L'oppression qui pesait sur mes épaules depuis des semaines avait disparu. Ma chambre me semblait redevenue normale, accueillante même. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, mon frère, qui étudiait à l'université et rentrait rarement, est venu passer le week-end. Nous regardions un film dans le salon quand il m'a regardé bizarrement. « Tu sais, j'ai fait un rêve super bizarre cette nuit », a-t-il dit. J'étais dans un champ de maïs mort avec des enfants gris qui couraient partout. C'était flippant. Mon sang s'est figé. Je ne lui avais jamais parlé de mes rêves, jamais décrit cette scène précise. Comment pouvait-il avoir rêvé exactement la même chose? Je lui ai raconté mes propres rêves, et il est devenu tout pâle. Tous les détails correspondent, a-t-il murmuré. C'est impossible. 1 an plus tard, mon frère m'a appelé en pleine nuit, complètement paniqué. Elle était là, a-t-il dit d'une voix tremblante. À ma fenêtre. La langue rouge, exactement comme tu m'avais décrit. Je lui avais parlé de mes expériences quelques mois après sa visite, quand j'avais enfin trouvé le courage de tout raconter. Il m'avait cru, mais j'avais senti qu'au fond, il pensait que j'avais peut-être imaginé certaines choses. Il m'a dit qu'il s'était réveillé vers 3 heures du matin à cause d'un bruit à sa fenêtre, au 2e étage. Quand il avait regardé dehors, il avait vu cette figure noire, avec la langue rouge pendante, collée contre la vitre, le fixant. Elle était restée là plusieurs minutes avant de disparaître d'un coup. Depuis cette nuit d'octobre 2012, je n'ai plus jamais revu la silhouette noire dans ma chambre. La figure blanche non plus. Tout est redevenu normal, comme si rien ne s'était passé. Mais parfois, quand je passe devant ce coin de ma chambre où elle se tenait, j'ai encore un petit frisson. Et parfois, très rarement, vers 3 heures du matin, j'entends encore un grillon solitaire quelque part dans la maison. Juste un, qui chante 2 ou 3 fois, puis se tait. À ces moments-là, je me souviens de cette nuit où toute la maison semblait répondre à un signal invisible, et je me demande si tout ça est vraiment fini, ou si quelque chose attend juste son moment pour revenir. Nous étions obsédés par les lieux hantés, mon ex, ma sœur et moi. Nous passions nos week-ends à chercher des endroits flippants à explorer. C'était notre truc, notre façon de passer le temps. Nous avions déjà visité quelques maisons abandonnées, un vieux cimetière, mais rien d'extraordinaire ne s'était jamais produit. C'est mon ex qui avait entendu parler de ce camp abandonné de la Seconde Guerre mondiale. Il avait trouvé des infos sur un forum obscur qui parlait d'endroits paranormaux dans la région. Apparemment, c'était un camp où l'on avait gardé des prisonniers japonais pendant la guerre. Le poste disait que l'endroit était complètement à l'abandon, au milieu de nulle part, avec un lac à côté et des histoires bizarres rapportées par les rares personnes qui s'y étaient aventurées. Un vendredi soir d'hiver, nous avons pris la voiture et mis le GPS en direction de l'adresse approximative que nous avions trouvée en ligne. Le trajet a duré environ 2 heures. Plus nous nous éloignions de la ville, plus les routes devenaient étroites et désertes. Les derniers 20 kilomètres, nous étions sur des petites routes de campagne, sans éclairage, juste nos phares qui perçaient l'obscurité et les arbres des 2 côtés qui semblaient se refermer sur nous. Quand nous sommes enfin arrivés, j'ai compris pourquoi l'endroit était si isolé. C'était vraiment au bout du monde. Nous avons garé la voiture sur ce qui ressemblait à un ancien chemin d'accès, maintenant envahi par les mauvaises herbes. Devant nous s'étendait ce qui avait dû être l'entrée du camp, des poteaux rouillés, des restes de grillage, et au loin, on distinguait quelques structures effondrées. Le lac était sur notre droite,
une étendue d'eau noire qui reflétait faiblement la lune. L'eau était parfaitement immobile, sans une ride, comme si elle était gelée. Pourtant, nous n'étions qu'en novembre. L'air était glacial et sec, le genre de froid qui vous pique les joues et vous fait larmoyer. Nous avons sorti nos lampes torchées et commencé à explorer. Ma sœur était devant avec la plus grosse lampe, moi au milieu, et mon ex fermait la marche. Les sentiers étaient encore visibles malgré les années, la terre battue durcie par le gel d'hiver. Nos pas craquaient sur les feuilles mortes et les petites branches. Au début, nous étions excités, parlions à voix basse, commentions les ruines que nous découvrions. Il y avait les restes de ce qui avait dû être des baraquements, des fondations en béton, des morceaux de métal rouillés qui traînaient partout. Tout était envahi par la végétation, mais on pouvait encore deviner la structure originale du camp. Puis le silence a commencé à nous peser. Ce n'était pas un silence normal. Dans la nature, il y a toujours des bruits, des insectes, des petits animaux, le vent dans les arbres. Là, il n'y avait rien. Même nos respirations semblaient étouffées, comme si l'air lui-même était plus épais qu'ailleurs. Nous nous sommes rapprochés du lac, attirés par cette étendue d'eau parfaitement lisse. Ma sœur a dirigé sa lampe vers l'autre rive, et c'est là que nous avons entendu les premières voix. C'était très faible au début, comme des murmures qui venaient de l'autre côté de l'eau. Nous nous sommes tous arrêtés net, tendant l'oreille. Les voix étaient trop lointaines pour comprendre ce qu'elles disaient, mais il y en avait plusieurs, comme une conversation à voix basse. Mon ex m'a regardé avec de grands yeux. « Tu entends ça ?» J'ai hoché la tête. Ma sœur avait éteint sa lampe, et nous restions là, immobiles, à écouter. Les voix continuaient, régulières, comme si des gens discutaient de l'autre côté du lac. Mais il n'y avait aucune lumière visible, aucun signe de présence humaine. « On devrait peut-être partir », a murmuré mon ex. Mais moi, j'étais fasciné. C'était exactement ce que nous cherchions, non ? Du paranormal, de l'inexpliqué. J'ai dit qu'on devrait se rapprocher, essayer de voir d'où venaient ces voix. Ma sœur a rallumé sa lampe, et nous avons commencé à longer la rive. Plus nous avancions, plus les voix devenaient distinctes. Mais bizarrement, nous n'arrivions toujours pas à comprendre ce qu'elles disaient. C'était comme si elles parlaient dans une langue étrangère, ou alors comme si le son était déformé par la distance et l'eau. Le tour du lac nous a pris environ 20 minutes. Nos pieds s'enfonçaient dans la boue gelée près de l'eau, et l'humidité nous glaçait jusqu'aux os. Mais les voix étaient toujours là, parfois plus fortes, parfois plus faibles, comme si les personnes qui parlaient se déplaçaient. Quand nous sommes arrivés de l'autre côté, les voix ont cessé d'un coup. Un silence total, encore plus oppressant qu'avant. Ma sœur balayait la zone avec sa lampe, mais il n'y avait personne, juste des arbres, des buissons, et les restes d'une ancienne structure en béton qui s'effritait. « C'est flippant », a dit ma sœur. Sa voix tremblait un peu. Mon ex avait sorti son couteau de poche, pas vraiment pour se défendre, mais par réflexe. Moi, j'avais la main sur le manche du couteau que je gardais toujours dans ma poche arrière. Mon cœur battait plus fort, mais j'étais encore excité par l'expérience. Nous avons décidé de faire demi-tour et de retourner vers la voiture. Le chemin du retour nous semblait différent, plus long, plus sinueux. Peut-être que nous nous étions perdus, ou peut-être que c'était juste l'effet de l'obscurité et du stress. Ma sœur marchait devant avec sa lampe, et je la suivais de près. Mon ex était derrière moi, et je l'entendais respirer fort, comme s'il faisait un effort pour rester calme. À mi-chemin, il m'a attrapé le bras. « Regarde », a-t-il chuchoté en pointant vers le lac. J'ai tourné la tête et j'ai vu ce qu'il avait repéré. Au bord de l'eau, il y avait deux silhouettes, deux personnes debout, parfaitement immobiles, qui nous tournaient le dos. Elles regardaient vers le lac, comme si elles contemplaient l'eau noire. Au début, j'ai cru que c'étaient des gens normaux, peut-être d'autres explorateurs comme nous. Mais quelque chose clochait. Elles étaient trop immobiles, trop raides. Et puis, elles étaient habillées bizarrement pour un soir d'hiver. On aurait dit des enfants ou des adolescents, avec des vêtements légers. Ma sœur les avait vus aussi et avait arrêté de marcher. Nous restions là, tous les trois, à observer ces deux silhouettes. Elles ne bougeaient pas d'un millimètre, comme des statues. Puis l'une d'elles a tourné la tête vers nous, et j'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Le visage était celui d'un garçon, peut-être 15 ou 16 ans. Mais il y avait quelque chose de complètement anormal dans ses yeux. Il ne reflétait pas la lumière de nos lampes. C'était comme regarder dans deux trous noirs, sans aucune lueur, sans aucune vie. Des yeux morts, vitreux, qui me fixaient avec une intensité terrifiante. Le garçon nous regardait, mais ses yeux ne captaient aucune lumière. Normalement, quand on dirige une lampe vers quelqu'un dans l'obscurité, ses yeux brillent un peu. Là, c'était comme si la lumière était absorbée, avalée par ses orbites sombres. Ma sœur a fait un pas en arrière et a marché sur une branche qui a craqué bruyamment.
Le bruit a résonné dans le silence comme un coup de feu. À ce moment-là, le deuxième garçon a tourné la tête lui aussi, et j'ai vu les mêmes yeux morts, le même regard vide qui nous fixait. « On y va maintenant ?» a dit mon ex d'une voix étranglée. Nous avons commencé à remonter le sentier vers la voiture, d'abord en marchant vite, puis presque en courant. Ma sœur éclairait devant nous, mais je ne pouvais pas m'empêcher de jeter des coups d'œil par-dessus mon épaule. Les deux silhouettes étaient toujours là, au bord du lac, qui nous regardaient partir. Mais le pire, c'est que j'avais l'impression que nous n'étions pas seuls, qu'il y avait d'autres présences autour de nous. Nos pas sur les feuilles mortes faisaient trop de bruit, comme s'il y avait plus de pieds que les nôtres qui foulaient le sol. Parfois, j'entendais des craquements sur les côtés, dans les buissons, comme si quelque chose nous accompagnait en restant hors de vue. La sensation d'être suivi était si forte que j'en avais la nuque qui me picotait. Mes épaules étaient tendues, mes muscles contractés, prêts à fuir ou à me défendre. Mon ex respirait de plus en plus fort derrière moi, et j'entendais ma sœur qui murmurait « Merde, merde, merde » entre ses dents. Le chemin du retour nous a semblé interminable. Chaque arbre, chaque ombre semblait cacher une menace. La forêt elle-même semblait nous retenir, comme si elle ne voulait pas nous laisser partir. Les branches s'accrochaient à nos vêtements, les racines nous faisaient trébucher, les buissons semblaient se refermer sur le sentier. Enfin, nous avons vu la voiture. Mes clés étaient déjà dans ma main avant même que nous arrivions. J'ai déverrouillé les portières de loin avec la télécommande, et nous nous sommes tous engouffrés à l'intérieur en même temps. J'ai mis le contact et fait demi-tour aussi vite que possible. Dans le rétroviseur, j'ai vu les phares balayer l'entrée du camp abandonné, et j'ai cru apercevoir d'autres silhouettes entre les arbres. Mais peut-être que c'était juste mon imagination qui s'emballait. Le trajet du retour s'est fait dans un silence presque complet. Personne ne voulait parler de ce que nous venions de vivre. Ce n'est que lorsque nous avons retrouvé la grande route, avec ses lampadaires et sa circulation normale, que nous avons commencé à nous détendre un peu. Ses yeux, a fini par dire ma sœur. Tu as vu ses yeux. Nous avions tous vu la même chose. Des yeux noirs, sans reflet, sans vie. Comme si nous avions regardé dans le vide, dans quelque chose qui n'était plus vraiment humain. Mon ex a dit qu'il avait eu l'impression que les garçons nous voyaient sans vraiment nous regarder, comme s'ils percevaient notre présence d'une façon différente de la vision normale. Ils savaient qu'on était là, a-t-il murmuré. Ils nous observaient, mais pas avec leurs yeux. C'était comme s'ils nous sentaient autrement. Pendant des semaines après ça, j'ai fait des cauchemars. Je revoyais ces deux silhouettes au bord du lac, parfaitement immobiles, qui se tournaient vers moi avec leurs yeux morts. Dans mes rêves, elles se rapprochaient lentement, sans jamais faire de bruit, et je me réveillais toujours juste avant qu'elles ne m'atteignent. Ma sœur arrêtait complètement nos expéditions dans les lieux hantés après cette nuit-là. Elle disait qu'elle avait perdu l'envie, que c'était devenu trop réel pour elle. Mon ex aussi était secoué. Il évitait le sujet, changeait de conversation chaque fois que je mentionnais ce qui s'était passé. Moi, ça m'a pris plus de temps pour accepter que nous avions vécu quelque chose d'inexplicable. Pendant longtemps, j'ai essayé de trouver des explications rationnelles. Peut-être que c'était juste des jeunes du coin qui traînaient là, et que l'obscurité nous avait joué des tours avec leurs yeux. Peut-être que les voix venaient d'ailleurs, portées par le vent ou l'écho sur l'eau. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Ces garçons n'étaient pas normaux. La façon dont ils se tenaient, dont ils nous regardaient, dont ils ne bougeaient pas d'un millimètre. Et surtout, leurs yeux. On n'oublie pas des yeux comme ça. Il y a quelques mois, j'ai essayé de retrouver l'endroit sur Google Maps. Par curiosité, j'ai cherché avec les coordonnées approximatives que nous avions utilisées cette nuit-là, mais impossible de localiser le camp. Soit mes souvenirs ne sont pas précis, soit l'endroit n'apparaît pas sur les cartes satellitaires. J'ai aussi fait des recherches sur l'histoire de la région pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai trouvé des mentions de camps de prisonniers, mais rien qui correspondait exactement à la description de l'endroit où nous étions allés, comme si ce lieu n'existait dans aucun registre officiel. Parfois, je me demande si nous avons vraiment été dans ce camp abandonné, ou si nous avons atterri quelque part d'autre, dans un endroit qui n'était pas censé exister. Un endroit coincé entre deux mondes, où les morts de la guerre continuent à errer sans savoir qu'ils ne font plus partie de notre réalité. Ce qui me hantera toujours, c'est ce moment précis où le premier garçon a tourné son visage vers nous. Cette seconde où nos regards se sont croisés, où j'ai plongé dans ses yeux sans fond, sans âme. Il m'a vu, il m'a reconnu, mais pas comme un être humain reconnaît un autre être humain. C'était quelque chose de différent, de plus ancien, de plus profond. Et je sais qu'eux aussi, ils se souviennent de moi. Je ne suis pas allemand, mais j'ai vécu en Bavière pendant 3 ans pour le travail. C'est là-bas que j'ai entendu cette histoire pour la première fois. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que tous les gens du coin la connaissaient. Pas comme une légende urbaine, mais comme quelque chose qui s'était vraiment passé. J'habitais dans un petit village près de Rosenheim,
et c'est mon voisin qui m'en a parlé en premier. Nous buvions une bière dans son jardin un soir d'été, et la conversation a dérivé sur les histoires étranges de la région. Il m'a dit qu'il y avait cette ferme isolée, à environ 20 km au nord, dans les collines boisées qui bordent la frontière autrichienne. L'histoire remontait aux années 1990. Une famille y vivait depuis des générations, des gens tranquilles qui élevaient quelques vaches et cultivaient leurs légumes. Le père, la mère, 3 enfants, dont la plus jeune avait à peine 8 ans. Ils étaient connus dans les villages environnants, venaient au marché le samedi. Des gens normaux, quoi. Mais à partir du mois d'octobre de cette année-là, les choses ont commencé à devenir bizarres. D'abord, il y a eu les bruits nocturnes. La famille entendait des pas autour de la maison, lents et délibérés, qui faisaient le tour de la bâtisse plusieurs fois avant de s'arrêter. Le père sortait avec sa lampe torche, mais il ne trouvait jamais personne. Puis il y a eu les traces dans la neige. C'était début novembre, et la première neige avait recouvert la cour de la ferme. Au matin, le père découvrait des empreintes de pieds nus dans la neige fraîche. Mais ces traces ne menaient nulle part. Elles apparaissaient au milieu de la cour, comme si quelqu'un était tombé du ciel, faisait quelques pas en cercle, puis s'arrêtait net. Pas de traces qui arrivaient, pas de traces qui repartaient. La plus jeune fille a commencé à parler d'un homme grand qui venait la voir dans sa chambre. Elle racontait à ses parents qu'il se tenait debout au pied de son lit et qu'il lui parlait. Mais quand il lui demandait ce qu'il disait, elle haussait les épaules et répondait qu'elle ne comprenait pas les mots. Au début, les parents pensaient que c'était des cauchemars normaux d'enfants, mais la petite donnait des détails précis. L'homme portait des vêtements sombres, avait les cheveux longs et noirs, et ses yeux brillaient dans l'obscurité. Elle disait qu'il sentait la terre mouillée et les feuilles mortes. Les visites nocturnes de cet homme ont continué pendant des semaines. La famille a installé des verrous supplémentaires, a même fait venir un serrurier de la ville pour renforcer toutes les portes et fenêtres. Mais ça ne changeait rien. Les pas continuaient autour de la maison, les traces apparaissaient dans la neige, et la petite fille continuait à recevoir ses visites. Un dimanche matin de décembre, ils ne sont pas venus au marché. Les gens du village ont trouvé ça bizarre, car cette famille n'avait jamais manqué un seul marché en 20 ans. Le lundi non plus, personne ne les a vus. Le mardi, un voisin qui habitait à quelques kilomètres a décidé d'aller voir. Il a pris sa voiture et a remonté le chemin de terre qui menait à la ferme. Quand il est arrivé, il a vu que toutes les lumières étaient éteintes, mais il y avait de la fumée qui sortait de la cheminée. Il s'est dit qu'ils étaient là. Il a frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Il a fait le tour de la maison en appelant leur nom, mais le silence était total. Même les vaches dans le pré ne faisaient pas de bruit, ce qui était inhabituel. Il a essayé d'ouvrir la porte d'entrée, mais elle était verrouillée de l'intérieur. C'est là qu'il a appelé la police. Les gendarmes sont arrivés dans l'après-midi. Ils ont dû forcer la porte d'entrée pour entrer dans la maison. Et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur, personne ne l'a jamais vraiment expliqué publiquement. Mon voisin m'a dit qu'il connaissait un des gendarmes qui était intervenu ce jour-là, et que ce type avait démissionné 6 mois plus tard. Il refusait catégoriquement de parler de cette affaire, même des années après. Ce qu'on sait, c'est que la maison était dans un état étrange. Tous les meubles étaient à leur place, rien n'avait été volé, pas de signe de lutte ou de violence. Les objets de valeur étaient encore là. L'argent dans le tiroir de la cuisine n'avait pas été touché. Mais il y avait cette atmosphère pesante, comme si l'air lui-même était plus lourd qu'ailleurs. La famille avait disparu. Pas de traces, pas d'indices sur ce qui leur était arrivé ou ils étaient partis. Leurs affaires personnelles étaient toujours dans les placards. Leur lit était défait, il y avait même un repas à moitié préparé sur la cuisinière, comme s'ils avaient été interrompus au milieu de leur routine quotidienne. Mais le plus troublant, c'était dans la grange. Les enquêteurs y ont trouvé des signes de quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à identifier. Des marques sur le sol en terre battue, comme si quelque chose de lourd avait été traîné. Mais les traces ne menaient nulle part. Et il y avait cette odeur, une odeur de terre humide et de décomposition. Pourtant, ils n'ont trouvé aucune source. Ils ont bouclé la scène et fermé la grange avec des scellés le temps de faire leurs analyses. Mais quand ils sont revenus le lendemain matin, ils ont eu la surprise de leur vie. Pendue au plafond de la grange, il y avait une corde avec un nœud coulant parfaitement fait. Une corde qui n'était pas là la veille. Elle était suspendue à une poutre, à environ 3 mètres de hauteur, et le nœud était si serré et si précis qu'il fallait vraiment s'y connaître pour le faire. Personne ne pouvait expliquer comment cette corde était arrivée là. La grange était restée scellée toute la nuit, il y avait un gendarme de faction devant la ferme, et aucune fenêtre n'avait été forcée. Pourtant, quelqu'un était entré, avait accroché cette corde, et était reparti sans laisser de traces. Les analyses ont continué pendant des semaines, mais rien n'a donné de résultat. Pas d'empreinte digitale utilisable, pas d'ADN, pas de fibres textiles suspectes. La famille s'était volatilisée,
comme si elle n'avait jamais existé. L'enquête s'est enlisée au bout de quelques mois. Officiellement, ils ont classé l'affaire comme une disparition inexpliquée. Mais les gens du coin savaient qu'il y avait autre chose. Cette ferme avait quelque chose de malsain, quelque chose qui dérangeait l'ordre naturel des choses. Mon voisin m'a dit qu'après ça, personne n'a voulu racheter la propriété. Elle est restée abandonnée pendant des années, et même les chasseurs évitaient de passer par là. Il paraît que les animaux de la forêt ne s'approchaient plus de cet endroit, comme s'ils sentaient un danger invisible. Quelques années plus tard, des randonneurs allemands qui ne connaissaient pas l'histoire sont passés près de la ferme. Ils ont voulu y faire une pause déjeuner, s'abriter du soleil sous les arbres de la cour. Ils ont dit plus tard qu'ils n'avaient pas réussi à rester plus de 10 minutes. L'un d'eux a décrit une sensation bizarre, comme si quelque chose les observait depuis les fenêtres noires de la maison. L'autre a dit qu'il avait entendu des murmures qui venaient de l'intérieur, des voix étouffées qui parlaient une langue qu'ils ne reconnaissaient pas. Mais ce qui m'a le plus frappé dans leur témoignage, c'est qu'ils ont tous les deux mentionné la même chose. L'impression que le temps s'écoulait différemment près de cette maison, comme si les minutes s'étiraient, comme si la réalité elle-même était légèrement décalée. Ce qui me hante dans cette histoire, ce n'est pas tellement la disparition de la famille, même si c'est terrible. C'est cette idée que quelque chose de malveillant s'était installé dans cet endroit. Quelque chose qui avait patiemment attendu, observé, étudié cette famille pendant des semaines avant d'agir. Les pas qui tournaient autour de la maison chaque nuit, les traces qui apparaissaient du néant dans la neige, l'homme grand qui visitait la petite fille. Tout ça, c'était comme une préparation, un rituel qui s'étalait dans le temps. Cette chose, quelle qu'elle soit, prenait son temps, savourait la peur qu'elle instillait. Et la corde dans la grange, apparut après que la police ait sécurisé les lieux. C'était comme une signature, un message. Comme si cette présence voulait faire comprendre qu'elle pouvait aller et venir à sa guise, que les verrous et les scellés ne signifiaient rien pour elle. Mon voisin m'a dit que même maintenant, 25 ans plus tard, les gens de la région évitent encore de parler de cette ferme. Pas par superstition, mais par une peur instinctive, viscérale. Comme si le simple fait d'évoquer cet endroit risquait d'attirer l'attention de ceux qui y habitent encore. Il y a quelques mois, j'ai voulu aller voir cette ferme de mes propres yeux. J'ai pris ma voiture et j'ai suivi les indications que mon voisin m'avait données. Le chemin de terre était encore là, envahi par les mauvaises herbes, mais praticable. Quand je suis arrivé en vue de la ferme, j'ai compris pourquoi les gens préféraient l'éviter. Il y avait quelque chose de fondamentalement faux dans cet endroit. Les proportions de la maison semblaient légèrement déformées, les fenêtres trop sombres, et même la lumière du soleil paraissait moins éclatante qu'ailleurs. Je suis resté dans ma voiture, moteur allumé, pendant quelques minutes. Je voulais sortir, m'approcher de la maison, peut-être jeter un coup d'œil à l'intérieur. Mais mon corps refusait de bouger. Mes mains agrippaient le volant, et chaque fibre de mon être me hurlait de partir d'ici. C'est alors que j'ai vu du mouvement derrière une des fenêtres du premier étage. Une ombre qui passait lentement d'une pièce à l'autre, comme si quelqu'un se promenait tranquillement dans la maison abandonnée. L'ombre était grande, mince, et elle se déplaçait avec une démarche particulière, presque cérémonielle. J'ai fait demi-tour sans couper le moteur, les pneus patinant dans la terre meuble. Dans le rétroviseur, j'ai vu la silhouette apparaître dans l'encadrement de la porte d'entrée. Elle était trop loin pour que je distingue ses traits, mais je savais qu'elle me regardait partir. Pendant tout le trajet du retour, j'ai eu cette sensation horrible d'être suivi, pas par une voiture ou quelque chose de concret, mais par cette présence que j'avais sentie là-bas, comme si elle s'était accrochée à moi, comme si elle était montée dans ma voiture sans que je m'en rende compte. Cette nuit-là, j'ai rêvé de la petite fille disparue. Dans mon rêve, elle était debout au pied de mon lit, exactement comme elle avait décrit l'homme grand qui lui rendait visite. Elle me regardait avec des yeux infiniment tristes, et elle répétait sans arrêt la même phrase en allemand. « Er wartet noch, il attend encore ». Je me suis réveillé en sueur, le cœur battant à tout rompre. Et pendant une fraction de seconde, dans le noir de ma chambre, j'ai cru voir une silhouette haute et mince qui s'éloignait de mon lit et disparaissait dans l'ombre du couloir. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais voulu entendre parler de cette ferme. Mais parfois, quand je repense à cette histoire, je me demande si cette famille a vraiment disparu, ou si elle est encore là-bas, quelque part dans cette maison, prisonnière de quelque chose qui ne relève pas de notre monde. Et je me demande si l'homme grand aux cheveux noirs continue à marcher autour de la ferme chaque nuit, laissant ses traces dans la neige, attendant patiemment sa prochaine famille. Cela fait maintenant 20 ans, mais je me souviens encore de chaque détail de cette nuit, chaque sensation, chaque frisson qui m'a parcouru l'échine. Mon mari et moi étions mariés depuis seulement 2 ans, et nous habitions dans un petit appartement au 2e étage d'un immeuble tranquille en banlieue. C'était une nuit comme les autres. Nous nous étions couchés vers 23 h, après avoir regardé les infos à la télé. Mon mari s'endormait toujours rapidement, ce qui m'agaçait parfois, car moi, j'avais besoin de plus de temps pour décompresser.
Mais cette nuit-là, j'étais fatigué aussi. Alors, je me suis endormi assez vite après lui. Je ne sais pas ce qui m'a réveillé. Peut-être un bruit, ou peut-être juste cette sensation bizarre qu'on a parfois quand quelque chose ne va pas. J'ai ouvert les yeux dans le noir, et au début, tout semblait normal. Mon mari dormait à côté de moi, sa respiration régulière. Le réveil affichait 2h35 du matin. J'étais sur le point de me rendormir quand j'ai eu envie de vérifier s'il allait bien. C'était stupide, mais parfois, j'aimais juste le regarder dormir, voir son visage paisible. Alors, j'ai tourné la tête vers lui, et c'est là que je l'ai vu. Il y avait une femme debout dans l'encadrement de notre porte de chambre. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Mais bizarrement, ma première réaction n'a pas été de crier ou de paniquer. J'étais comme figé, incapable de bouger, les yeux rivés sur cette silhouette qui ne devrait pas être là. Elle était grande et mince, avec un corps parfaitement proportionné, mais étrangement uniforme. Tout son corps semblait recouvert d'une sorte de combinaison noire, ou peut-être que c'était sa peau. Je n'arrivais pas à faire la différence. Ce qui était sûr, c'est qu'elle était entièrement noire, d'un noir profond qui absorbait la lumière autour d'elle. Pas de cheveux visibles, pas de traits du visage distincts, juste cette silhouette parfaitement lisse qui se détachait contre le cadre plus clair de la porte. Elle était immobile, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui indiquait qu'elle était parfaitement consciente de tout ce qui l'entourait. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'elle regardait mon mari, pas moi. Elle était légèrement penchée vers le lit, comme si elle l'observait dormir avec une curiosité intense. Il y avait quelque chose d'almost scientifique dans sa façon de l'étudier, comme si elle essayait de comprendre quelque chose sur lui. Mon cerveau essayait de traiter ce que mes yeux voyaient. Ma première pensée rationnelle a été que c'était peut-être une cambrioleuse, quelqu'un qui était entré dans l'appartement et nous observait avant d'agir. Mais cette explication ne tenait pas la route. Comment quelqu'un aurait-il pu entrer? Toutes nos serrures étaient verrouillées, et nous habitions au 2e étage. Et puis, il y avait quelque chose dans la présence de cette silhouette qui ne collait pas avec l'idée d'un cambrioleur humain. Elle était trop calme, trop assurée, comme si elle avait parfaitement le droit d'être là, comme si c'était nous qui étions les intrus. J'ai essayé de bouger, de faire du bruit pour réveiller mon mari, mais mon corps ne répondait plus. Mes muscles étaient complètement tendus, mais impossible de les faire obéir. Je ne pouvais que rester là, allongé sur le côté, à observer cette chose qui observait mon mari. Elle s'est rapprochée du lit, pas avec des pas normaux, mais en glissant silencieusement, comme si ses pieds ne touchaient pas vraiment le sol. Elle s'est penchée encore plus vers lui, et j'ai vu sa tête bouger légèrement, comme si elle humait son odeur ou écoutait sa respiration. C'est à ce moment-là qu'une rage primitive m'a envahi. Cette chose, quelle qu'elle soit, était en train de violer notre intimité de la façon la plus profonde qui soit. Elle était dans notre chambre, elle s'approchait de mon mari, et ça, c'était inacceptable. Mon instinct de protection s'est déclenché plus fort que la peur. J'ai réussi à bouger mes orteils, puis mes pieds, puis mes jambes. Lentement, très lentement, j'ai commencé à me redresser dans le lit. Mon plan était simple, sortir du lit du côté opposé, faire le tour par les pieds du lit, et soit confronter cette chose, soit au minimum faire assez de bruit pour réveiller mon mari. La silhouette a dû percevoir mon mouvement, car elle s'est redressée et a fait 2 pas en direction de mon mari. Pas vers moi, vers lui, comme si elle voulait se rapprocher de lui avant que j'aie le temps d'intervenir. C'est là que j'ai paniqué pour de bon. Cette chose avait des intentions sur mon mari, et je n'allais pas la laisser faire. J'ai balancé mes jambes hors du lit et me suis levé d'un coup, prêt à crier, prêt à me battre s'il le fallait. Mais au moment où mes pieds ont touché le sol et que j'ai fait le premier pas vers le pied du lit pour la contourner, elle a disparu. Pas comme quelqu'un qui sort d'une pièce, pas comme quelqu'un qui se cache. Elle s'est juste évaporée, comme si elle n'avait jamais été là. Un instant, elle était penchée vers mon mari. L'instant d'après, il n'y avait plus rien qu'un espace vide dans notre chambre. Je suis resté debout à côté du lit, le cœur battant à tout rompre, les yeux fixés sur l'endroit où elle se trouvait une seconde plus tôt. L'adrénaline coulait dans mes veines comme de l'acide. Mes mains tremblaient, et j'avais la bouche complètement sèche. Mon mari dormait toujours paisiblement, inconscient de tout ce qui venait de se passer. Sa respiration était régulière, son visage détendu. Il n'avait même pas bougé pendant toute cette scène. J'ai allumé la lampe de chevet, et la lumière chaude a éclairé notre chambre normale. Mes vêtements sur la chaise, nos livres sur la table de nuit, le réveil qui affichait maintenant 2h41. Tout était exactement comme d'habitude, sauf que je savais que quelque chose d'impossible venait de se produire. J'ai vérifié la porte de la chambre. Elle était entr'ouverte, comme nous la laissions toujours pour que l'air circule mieux. J'ai regardé dans le couloir. J'ai vérifié la porte d'entrée de l'appartement. Tout était fermé à clé. La chaînette de sécurité était même encore en place. Je suis retourné dans la chambre et j'ai réveillé mon mari.
Il a ouvert les yeux lentement, encore dans les vapes. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-il murmuré. J'ai essayé de lui expliquer ce que je venais de voir, mais en parlant, je me rendais compte à quel point ça sonnait fou. Une femme noire dans notre chambre qui l'observait dormir et qui avait disparu dans les airs. Même moi, en le disant, j'avais du mal à y croire. Il m'a écouté patiemment, puis s'est levé pour vérifier toutes les portes et fenêtres de l'appartement. Bien sûr, tout était sécurisé. Il est revenu dans la chambre en secouant la tête. « Tu as dû rêver », a-t-il dit gentiment. Ou peut-être que c'était une ombre bizarre à cause de la lumière du réverbère dehors. Je comprenais son scepticisme, mais je savais ce que j'avais vu. Cette silhouette n'était pas une ombre projetée par quelque chose d'extérieur. Elle avait de la substance, de la présence. Elle occupait l'espace de façon concrète, et surtout, elle était consciente. Elle regardait mon mari avec intention, avec intérêt. Ce n'était pas un phénomène passif, c'était quelque chose qui était venu spécifiquement pour lui. Nous avons fini par nous recoucher, mais moi, je n'ai plus fermé l'œil de la nuit. Je suis resté éveillé à surveiller la porte, au cas où elle reviendrait. Mon mari s'est rendormi rapidement, mais moi, j'étais dans un état d'hypervigilance totale. Les jours suivants, j'ai essayé de trouver des explications rationnelles. J'ai lu des articles sur les hallucinations liées au sommeil, sur la paralysie du sommeil, sur tous les phénomènes qui pourraient expliquer ce que j'avais vécu. Mais rien ne correspondait exactement à mon expérience. Je n'étais pas paralysé. J'avais pu bouger. Je n'étais pas en train de rêver. J'étais parfaitement éveillé, et cette chose avait interagi avec l'environnement de façon cohérente. Elle avait réagi à mes mouvements. Quelques semaines plus tard, mon mari m'a avoué qu'il avait fait des rêves bizarres cette nuit-là. Il se souvenait d'avoir rêvé qu'une femme lui parlait, mais il n'arrivait pas à se rappeler ce qu'elle disait. Dans son rêve, il avait l'impression qu'elle voulait lui montrer quelque chose, mais il se réveillait toujours avant de comprendre quoi. Ça m'a glacé le sang. Comment pouvait-il avoir rêvé d'une femme la même nuit où j'en avais vu une dans notre chambre? Et surtout, pourquoi avait-il l'impression qu'elle lui parlait, alors que moi, je l'avais vue muette, juste en train de l'observer? Au fil des mois, j'ai commencé à remarquer d'autres petites choses. Mon mari se réveillait parfois avec des marques rouges sur la peau, comme des griffures légères, qu'il attribuait à des démangeaisons nocturnes. Il disait qu'il rêvait souvent d'endroits qu'il ne reconnaissait pas, des lieux sombres où quelqu'un l'attendait. Mais ce qui me troublait le plus, c'était son attitude. Il semblait plus distant parfois, comme s'il réfléchissait à quelque chose qu'il ne pouvait pas partager. Quand je lui demandais à quoi il pensait, il haussait les épaules et disait qu'il ne savait pas. Un jour, plusieurs mois après cette nuit, nous regardions un film d'horreur ensemble. Il y avait une scène avec une silhouette noire qui apparaissait dans une chambre, et j'ai senti mon estomac se nouer en la voyant. Mon mari a eu une réaction étrange aussi. Il s'est redressé dans le canapé et a dit « C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà vu quelque chose comme ça quelque part. » Je lui ai rappelé ce que je lui avais raconté de cette nuit-là, et il a froncé les sourcils. « Ouais, peut-être, mais j'ai l'impression que ce n'était pas dans tes histoires. Comme si j'avais vraiment vu ça de mes propres yeux. » Cette conversation m'a hanté pendant des semaines. Et si cette silhouette était revenue d'autres nuits, sans que je m'en rende compte? Et si elle continuait à lui rendre visite, mais que cette fois, j'étais trop profondément endormi pour m'en apercevoir? J'ai commencé à me réveiller plus souvent la nuit, à vérifier machinalement la porte de notre chambre. Parfois, j'avais l'impression de voir des mouvements dans l'ombre du couloir, mais quand j'allumais la lumière, il n'y avait jamais rien. Le plus perturbant, c'était cette sensation que j'avais parfois en me réveillant, cette impression que quelque chose venait juste de partir, comme si l'air de la chambre était encore en mouvement, comme si une présence invisible venait de s'éloigner de notre lit. Mon mari ne semblait rien remarquer d'anormal, mais moi, j'étais de plus en plus convaincu que cette chose continuait à venir, qu'elle avait établi une sorte de lien avec lui cette première nuit et qu'elle ne comptait pas l'abandonner. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, mon mari et moi sommes toujours ensemble, et heureusement, je n'ai plus jamais revu cette silhouette noire. Mais parfois, très rarement, quand je me réveille au milieu de la nuit et que je le regarde dormir, j'ai encore cette sensation étrange que quelqu'un d'autre le regarde aussi. Et je me demande si elle n'est pas simplement devenue plus discrète, si elle n'a pas appris à venir nous rendre visite sans que je m'en aperçoive. Car cette nuit-là, elle n'était pas là par hasard. Elle était venue avec un but précis, et je ne pense pas qu'une seule visite ait suffi à l'accomplir. Même maintenant, quand j'y repense, ce qui me glace le plus, c'est la façon dont elle bougeait dans notre chambre, comme si elle connaissait déjà les lieux, comme si ce n'était pas sa première fois. Et cette curiosité intense avec laquelle elle observait mon mari. On aurait dit qu'elle étudiait quelque chose qu'elle comptait récupérer plus tard. Nous vivons dans le Pacifique Nord-Ouest depuis maintenant 8 ans, et franchement, nous pensions avoir trouvé l'endroit parfait. Une maison de style ferme avec une vue magnifique sur le mont Rainier, 10 hectares de terrain,
Un vieux puits sous le plancher de la cuisine, un grand hangar pour bricoler, et cette forêt dense qui commence littéralement à la lisière de notre propriété. C'était notre rêve, notre petit coin de paradis loin de l'agitation de la ville. Les premières années ont été formidables. Nous adorions le calme, les couchers de soleil sur la montagne, les cerfs qui venaient brouter dans notre jardin le matin. Mes enfants ont grandi ici, connaissent chaque arbre, chaque sentier. Mon fils aîné vient encore nous rendre visite avec sa fiancée, et ils adorent cet endroit autant que nous. Mais il y a des choses qui se passent ici, des choses que je n'arrive toujours pas à expliquer après toutes ces années. Ça a commencé il y a environ 3 ans. Des petits trucs au début, des détails qu'on aurait pu facilement ignorer si on n'avait pas commencé à les remarquer de plus en plus souvent. Le silence, par exemple. Parfois, tout devient complètement silencieux d'un coup. Plus un seul oiseau, plus un insecte, même le vent s'arrête. Et dans ce silence total, on entend ce bruit métallique au loin, comme si quelqu'un traînait une chaise en fer sur du béton. La première fois qu'on l'a entendu, mon mari et moi, on s'est regardés en fronçant les sourcils. Le bruit venait de la forêt, mais il n'y a pas de béton là-bas, juste des arbres et de la terre. On a pensé que c'était peut-être des randonneurs avec du matériel de camping, ou quelqu'un qui faisait des travaux plus loin dans les bois. Mais le bruit revient régulièrement, toujours à des moments différents, et toujours précédé par ce silence bizarre où toute la nature semble retenir son souffle. Un soir de l'automne dernier, j'étais en train de préparer le dîner quand les phares de la voiture de mon mari ont balayé la cour en rentrant du travail. Dans la lumière, j'ai vu quelque chose bouger près des buissons qui bordent notre terrain. Quelque chose de gros, de la taille d'un homme, mais qui se déplaçait à 4 pattes. Je me suis approché de la fenêtre pour mieux voir, mais la silhouette avait déjà disparu dans les fourrés. J'ai juste eu le temps d'apercevoir ce qui ressemblait à un dos large et musclé, d'une couleur gris terne. Pas de poils visibles, pas de queue, juste cette forme massive qui s'enfonçait dans la végétation. Quand mon mari est entré, je lui ai raconté ce que j'avais vu. Il a pris sa lampe torche et est sorti vérifier. Mais bien sûr, il n'y avait plus rien, juste les buissons un peu écrasés à un endroit, comme si quelque chose de lourd était effectivement passé par là. On s'est dit que c'était peut-être un ours égaré, même si c'est rare dans la région, ou un gros chien sauvage. On a décidé de faire plus attention quand on sortait le soir, au cas où. Mais ce qu'on a commencé à voir de plus en plus souvent, c'est cette autre créature. Celle-là est complètement différente, et elle me fiche une trouille monstre à chaque fois. Elle mesure environ 2,10 m, peut-être plus, entièrement blanche, avec une peau qui semble presque transparente dans certaines lumières. Sa tête est énorme par rapport à son corps, et ses yeux sont démesurément grands, comme des soucoupes noires qui occupent la moitié de son visage. La première fois qu'on l'a vue, c'était au petit matin. J'étais dans la cuisine en train de préparer mon café, quand j'ai levé les yeux vers la fenêtre qui donne sur le hangar. Elle était là, accroupie sur le toit, qui regardait directement vers la maison. Ses mains, si on peut appeler ça des mains, étaient posées sur le rebord du toit, avec de longs doigts fins qui semblaient trop nombreux. J.I. Failli Laker Matasse. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'entendais le sang cogner dans mes oreilles. Mais je n'arrivais pas à détourner le regard. Cette chose me fixait avec une intensité qui me clouait sur place. Elle est restée là plusieurs minutes, parfaitement immobile, comme si elle étudiait mes moindres gestes. Puis elle s'est redressée lentement, révélant sa taille impressionnante, et elle a disparu de l'autre côté du toit. J'ai couru réveiller mon mari, mais le temps qu'il arrive dans la cuisine, il n'y avait plus rien. Il a fait le tour de la propriété, a vérifié le hangar, mais aucune trace de passage. Depuis ce jour-là, on la voit régulièrement, pas tous les jours, mais assez souvent pour qu'on commence à s'habituer à sa présence, aussi terrifiante soit-elle. Elle apparaît à différents endroits, sur le toit du hangar, debout près du mur de pierre qui borde notre jardin, parfois même collée contre les fenêtres de la maison. Il y a 2 mois, mon fils est venu nous rendre visite avec sa fiancée. Un soir, ils étaient sortis prendre l'air sur la terrasse, quand ils sont rentrés précipitamment, complètement paniqués. Mon fils tremblait en nous racontant ce qui venait de se passer. Ils étaient assis sur le banc de jardin en train de regarder les étoiles, quand il a senti qu'on les observait. Il s'est tourné vers les buissons et il l'a vue. Elle était accroupie sur le banc d'à côté, à moins de 3 mètres. Ses énormes yeux noirs les fixaient, et elle tournait la tête de gauche à droite comme une chouette, sans jamais les quitter des yeux. Son cou était anormalement long et souple, ce qui rendait ses mouvements encore plus troublants. Mon fils a attrapé sa fiancée par la main, et ils sont rentrés en courant sans regarder derrière eux. La fiancée était en état de choc, incapable de parler pendant une bonne heure. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que cette créature semble de plus en plus audacieuse. Au début, elle gardait ses distances, nous observait de loin. Maintenant, elle s'approche de plus en plus de la maison, comme si elle testait nos réactions, comme si elle cherchait à comprendre jusqu'où elle peut aller. Il y a 3 semaines, j'ai vu son ombre projetée contre la porte d'entrée.
Une ombre gigantesque qui bougeait lentement, déformée par l'angle de l'éclairage extérieur. Elle était tellement grande qu'elle masquait les 2 ampoules du perron en même temps, créant cette silhouette impossible qui ne ressemblait à aucun animal connu. J'étais dans le salon, pétrifié, à regarder cette ombre se déplacer de l'autre côté de la porte. Elle est restée là pendant ce qui m'a paru des heures, mais qui n'était probablement que quelques minutes. Puis elle s'est éloignée, et les lumières du perron ont retrouvé leur éclat normal. Mon mari commence à être sérieusement inquiet, lui aussi. Il a installé des caméras de sécurité autour de la maison, mais bizarrement, elles ne captent jamais rien. Soit les créatures savent les éviter, soit elles ont une façon de se déplacer qui échappe à nos appareils. Mais le plus troublant, c'est qu'on n'est pas les seuls à les voir. Nos voisins les plus proches habitent à environ 1 kilomètre, et quand j'en ai parlé discrètement à la femme, elle n'a pas ri. Elle m'a avoué qu'eux aussi avaient remarqué des choses étranges. Leurs chiens refusent catégoriquement de sortir après la tombée de la nuit, et se mettent à gémir et à trembler sans raison apparente. Leur fils adolescent jure avoir vu une silhouette blanche et massive près de leur étang, mais ses parents ne l'avaient pas pris au sérieux, jusqu'à maintenant. Ce qui me dérange le plus, c'est l'impression que ces créatures nous étudient. Elles ne nous attaquent pas, ne détruisent rien, ne volent rien. Elles nous observent, avec cette patience infinie qui me glace le sang. Parfois, j'ai le sentiment qu'elles attendent quelque chose, qu'elles guettent le bon moment. Pourquoi? Je n'en sais rien, et c'est peut-être ça qui me terrifie le plus. Hier soir, quelque chose de nouveau s'est produit. J'étais couché, pas encore endormi, quand j'ai entendu des grattements sur le mur extérieur de notre chambre. Des grattements lents et réguliers, comme si quelque chose avec de longues griffes testait la résistance du revêtement. Mon mari dormait profondément, alors j'ai attendu en silence, le cœur battant. Les grattements ont continué pendant plusieurs minutes, remontant lentement le long du mur vers la fenêtre de notre chambre. J'ai eu la terrifiante impression que cette chose grimpait le long de la façade pour venir regarder à travers notre fenêtre, mais je n'ai pas eu le courage d'aller vérifier. Je suis resté immobile dans le lit, les yeux grands ouverts dans le noir, jusqu'à ce que les bruits s'arrêtent. Ce matin, mon mari a trouvé des marques sur le mur. 4 longues rayures parallèles dans le bois, comme si quelque chose avec des griffes acérées avait escaladé notre maison. Je commence à me demander si on ne devrait pas déménager. Mais en même temps, où est-ce qu'on pourrait aller? Et si ces créatures nous suivaient? Si elles s'étaient attachées à nous d'une façon qu'on ne comprend pas? Mon mari dit qu'on devrait contacter les autorités, mais qu'est-ce qu'on leur dirait? Qu'on voit des créatures bizarres qui disparaissent dès qu'on essaie de les filmer? Qu'on se sent observé par des yeux invisibles chaque fois qu'on sort de chez nous? Ce qui me hantera toujours, c'est cette certitude que nous ne sommes pas les seuls propriétaires de ce terrain. Ces créatures étaient là avant nous. Elles connaissent chaque recoin de cette forêt, chaque sentier secret. On a construit notre maison sur leur territoire, et maintenant, elles nous font savoir qu'elles ne sont pas parties. Parfois, je me dis qu'on a de la chance qu'elles se contentent de nous observer. Mais d'autres fois, surtout la nuit, quand j'entends ces bruits inexpliqués dehors, je me demande si leur patience n'est pas en train de s'épuiser. Et je me demande ce qui arrivera le jour où elles décideront que l'observation ne leur suffit plus. Je ne sais même pas par où commencer cette histoire. Ça fait des années que j'hésite à la raconter à quelqu'un. Parce que franchement, qui me croirait? Mais maintenant que les choses empirent, je me dis que j'ai peut-être besoin d'aide, ou au moins de témoigner quelque part de ce qui m'arrive. Tout a commencé quand j'étais dans la marine. J'avais 19 ans à l'époque. J'étais jeune, stupide, et je croyais que j'étais plus malin que tout le monde. On était stationné dans une base où il y avait pas mal de temps mort entre les missions, et quelques gars de ma section s'étaient mis à s'intéresser à des trucs occultes. Rien de méchant au début, juste des livres bizarres qu'ils traînaient, des discussions sur les esprits et tout ça. Moi, au début, je me moquais d'eux. Je venais d'une famille catholique, j'avais été élevé avec l'idée que ce genre de choses était soit des conneries, soit carrément dangereux. Mais la curiosité a fini par l'emporter. Un soir où je m'ennuyais vraiment, j'ai demandé à un des gars de me montrer ce qu'il faisait exactement. Il m'a sorti un vieux bouquin tout abîmé, avec des pages qui sentaient la moisissure et l'encre ancienne. Il m'a expliqué qu'on pouvait contacter des entités, qu'on pouvait même passer des accords avec elles pour obtenir ce qu'on voulait. Sur le moment, ça ressemblait plus à un jeu qu'à autre chose. On a fait ce qu'il appelait un rituel de base. Rien d'extraordinaire. Des bougies, quelques mots bizarres qu'il a lus dans le livre, et cette sensation étrange qu'on n'était plus seul dans la pièce. J'ai senti comme un changement dans l'air, une lourdeur qui n'était pas là avant. Et puis il y a eu cette voix, pas vraiment audible, plutôt comme si quelque chose parlait directement dans ma tête. Une voix grave, presque amusée, qui me proposait ce qu'elle appelait un arrangement. Je pourrais avoir de la chance, du succès, une vie facile, en échange de quelque chose que je ne comprenais pas vraiment à ce moment-là. J'étais jeune, j'étais con, et l'idée d'avoir un coup de pouce dans la vie m'attirait.
J'ai accepté. Je ne me souviens même pas des termes exacts. C'était comme si les détails s'effaçaient de ma mémoire au fur et à mesure. J'ai juste dit oui. Et j'ai eu cette impression de signer quelque chose d'invisible. Après ça, rien ne s'est passé pendant des mois. Pas de chance miraculeuse, pas de succès incroyable, rien. J'ai fini par oublier cette soirée, me disant que c'était juste une blague entre copains qui avait mal tourné. J'ai fini mon service militaire normalement, je suis rentré chez moi, j'ai trouvé un boulot correct, j'ai rencontré une fille sympa. Ma vie était plutôt bonne. Rien d'extraordinaire, mais pas de problème majeur non plus. Pendant presque 8 ans, tout allait bien. C'est quand j'ai rencontré celle qui allait devenir ma copine que les choses ont commencé à changer. Elle était différente des autres filles que j'avais fréquentées. Elle s'intéressait aux plantes, aux herbes, à ce qu'elle appelait la magie verte. Une sorcière moderne, quoi, mais du genre sympa, qui soignait les gens avec des tisanes et lisait les tarots. On habitait ensemble depuis quelques mois quand elle a emménagé avec une amie qui était ce qu'on appelle une sensitive. Cette fille avait des dons bizarres. Elle sentait des trucs que les autres ne sentaient pas, faisait des rêves prémonitoires, ce genre de trucs. Un matin, l'amie s'est réveillée complètement paniquée. Elle avait fait un cauchemar horrible, disait-elle, mais c'était trop précis pour être juste un rêve. Elle avait vu 2 figures sombres dans sa vision. Une énorme et une plus petite, qui se tenaient au pied de mon lit pendant que je dormais. Dans son rêve, la plus grande des 2 avait parlé. Elle avait dit que j'étais à elle, que le contrat était toujours valable, et que bientôt, il faudrait que je paie ma dette. L'amie me regardait avec des yeux terrifiés en me racontant ça, et elle a dit un nom qui m'a glacé le sang. Le nom de l'entité qu'elle avait entendu dans son rêve. Un nom que je n'avais jamais mentionné à personne. Un nom que j'avais moi-même oublié pendant des années, mais qui est remonté d'un coup à la surface quand elle l'a prononcé. C'était exactement le nom de la chose avec qui j'avais traité dans cette caserne, 8 ans plus tôt. Ma copine et son amie m'ont demandé si j'avais déjà eu affaire à des démons ou des entités négatives. Au début, j'ai voulu nier, mais le nom qu'elle avait dit rendait le mensonge impossible. J'ai fini par leur raconter cette soirée dans la marine, cet accord stupide que j'avais passé. Elles ont échangé un regard inquiet, et ma copine m'a dit qu'on devait faire quelque chose rapidement, qu'il fallait essayer de rompre ce contrat avant qu'il soit trop tard. Mais quand on a essayé de se rappeler exactement ce que j'avais accepté cette nuit-là, tout était flou, comme si ma mémoire avait été volontairement effacée. C'est là que les cauchemars ont commencé. Au début, c'était juste des rêves désagréables. Je me retrouvais dans des endroits sombres et froids, avec cette sensation constante d'être poursuivi par quelque chose que je ne voyais jamais clairement. Mais les rêves sont devenus de plus en plus intenses, plus réels. Je rêvais que je me réveillais dans mon lit, mais que quelque chose était assis dans le fauteuil près de la fenêtre. Une silhouette massive qui me regardait sans rien dire. Dans le rêve, j'essayais de bouger, de crier, mais j'étais complètement paralysé. Et cette chose me parlait avec cette même voix que j'avais entendue des années plus tôt, me rappelant que notre accord était toujours valable. Les cauchemars sont devenus hebdomadaires, puis presque quotidiens. Je me réveillais en sueur, le cœur battant à tout rompre, avec cette certitude horrible que ce n'était pas vraiment des rêves, que quelque chose venait vraiment me rendre visite chaque nuit. Mais le pire, c'était pendant la journée. J'ai commencé à avoir une poisse incroyable. Des petites choses au début. Je ratais des feux verts de justesse, je renversais mon café sur des documents importants, ma voiture tombait en panne au pire moment. Puis c'est devenu plus sérieux. J'ai perdu mon boulot sans raison valable, mon propriétaire a décidé de ne pas renouveler mon bail, mes relations avec ma famille se sont détériorées sans que je comprenne pourquoi. C'était comme si un nuage noir s'était installé au-dessus de ma vie, et que tout ce que je touchais tournait mal. Ma copine a essayé de m'aider avec ses connaissances en magie, mais chaque fois qu'on tentait un rituel de protection ou de purification, les choses empirent, comme si cette entité n'appréciait pas qu'on essaie de l'éloigner. L'amie sensitive a eu d'autres visions. Elle me disait que cette chose était de plus en plus présente autour de moi, qu'elle attendait le bon moment pour réclamer son dû. Mais réclamer quoi, exactement? C'est ça qui me rendait fou, cette incertitude sur ce que j'avais promis. Les nuits sont devenues un enfer. Même quand j'arrivais à m'endormir, je savais que j'allais faire ces cauchemars. Je voyais cette silhouette de plus en plus nettement, et elle commençait à me parler plus directement. Elle me disait que mon temps était presque écoulé, que bientôt, je comprendrais ce que j'avais accepté. Dans un de ses rêves, elle m'a montré des images de ma vie future, ou plutôt de l'absence de vie future. Je me voyais isolé, rejeté par tout le monde, sombrant dans une spirale de malchance et de désespoir. Elle me disait que c'était ça le prix à payer. Une existence misérable qui empirait d'année en année, jusqu'à ce que je n'ai plus envie de vivre. Je me suis réveillé de ce cauchemar-là avec une certitude terrifiante. Cette chose ne voulait pas ma mort. Elle voulait quelque chose de pire. Elle voulait ma vie, mais une vie de souffrance. Une existence qui deviendrait si insupportable que la mort finirait par ressembler à une délivrance.
Ça fait maintenant 3 ans que ça dure. 3 ans de cauchemars constants, de malchance qui s'accumulent, de cette sensation permanente d'être observé par quelque chose de malveillant. Ma copine a fini par me quitter. Elle n'en pouvait plus de vivre dans cette atmosphère toxique. Son amie sensitive refuse maintenant de me parler. Elle dit que ma présence la rend physiquement malade. J'ai essayé de voir des prêtres, des pasteurs, même un imam. Certains m'ont écouté, d'autres m'ont pris pour un fou. Ceux qui ont tenté de m'aider n'ont réussi qu'à aggraver les choses. Après chaque tentative d'exorcisme ou de bénédiction, les cauchemars revenaient plus forts, la poisse s'empirait. Le plus terrifiant, c'est que je commence à comprendre la stratégie de cette entité. Elle ne veut pas me détruire d'un coup. Elle veut me vider lentement, me voler ma volonté de vivre, petit à petit. Chaque nuit, elle revient me rappeler que je lui appartiens, que peu importe ce que j'essaie, je ne peux pas échapper au contrat que j'ai signé. Et le pire, c'est que je ne me souviens toujours pas des termes exacts de cet accord. C'est comme si cette partie de ma mémoire avait été soigneusement supprimée, ne laissant que cette angoisse permanente de savoir que j'ai promis quelque chose sans savoir quoi. La nuit dernière, le rêve était différent. Cette fois, la créature ne s'est pas contentée de me parler. Elle s'est approchée de mon lit, et j'ai senti son souffle froid sur mon visage. Elle m'a dit que le temps des avertissements était fini, que maintenant, elle allait commencer à collecter ce qui lui revenait. Je me suis réveillé avec des marques sur le bras, des griffures qui n'étaient pas là la veille. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression que quelque chose avait changé dans l'appartement, comme si cette présence ne se contentait plus de visiter mes rêves, mais qu'elle commençait à s'installer dans ma réalité. Aujourd'hui, j'ai appelé au travail pour dire que j'étais malade. Je n'arrivais pas à sortir de chez moi. J'avais cette certitude que si je mettais le pied dehors, quelque chose de terrible allait arriver. Et en écrivant ces lignes, j'ai cette sensation horrible que quelqu'un lit par-dessus mon épaule. Je ne sais pas combien de temps il me reste avant que cette chose réclame définitivement son dû. Je ne sais pas non plus s'il existe un moyen de rompre un contrat dont je ne me souviens plus des termes. Tout ce que je sais, c'est que cette décision stupide que j'ai prise à 19 ans est en train de détruire ma vie, et que je ne vois aucune issue. La seule chose qui me console un peu, c'est l'espoir que peut-être, en racontant mon histoire, je pourrais empêcher quelqu'un d'autre de faire la même erreur que moi. Parce que, croyez-moi, aucun avantage temporaire ne vaut ce que je vis maintenant. Et maintenant que j'y pense, il commence à faire sombre dehors, et cette sensation familière d'être observé revient. Je crois que je vais encore passer une nuit difficile. Je n'ai jamais vraiment fait attention aux griffures sur mes bras jusqu'au jour où j'ai déménagé sur le campus. C'est bête à dire, mais pendant toute ma jeunesse, je me réveillais régulièrement avec ces marques rouges qui brûlaient, et je me suis toujours dit que c'était normal. Mes parents aussi pensaient que c'était moi qui me grattais la nuit à cause de la peau sèche ou des allergies. J'avais toujours eu ce problème, aussi loin que je puisse me souvenir. Des fois, c'était sur les bras, d'autres fois dans le dos ou sur les côtés. Des lignes rouges parallèles, comme des coups de griffe, qui me réveillaient parce qu'elles me brûlaient. Mes parents m'avaient emmené voir un dermatologue quand j'étais petit, et il avait dit que c'était probablement de l'eczéma nocturne ou que je me grattais inconsciemment. On avait essayé plein de trucs, des crèmes, des antihistaminiques, même me couper les ongles très courts et porter des gants la nuit. Rien ne marchait vraiment. Les marques revenaient toujours, pas chaque nuit, mais assez souvent pour que ce soit devenu une routine. Je me réveillais, je sentais cette brûlure sur la peau, j'allais dans la salle de bain regarder les nouvelles griffures et je mettais de la crème. Mes parents s'étaient habitués aussi. Ma mère me demandait le matin si j'avais encore eu mes gratouilles, comme elle disait, et elle vérifiait que j'avais bien mis ma pommade. Mon père pensait que ça passerait avec l'âge, que c'était juste une phase. Quand je suis parti à l'université, j'avais 18 ans, et le problème existait toujours. Mais bizarrement, dès les premières semaines dans ma résidence universitaire, les griffures ont complètement disparu. Au début, je ne l'ai même pas remarqué. J'étais trop occupé à m'habituer à ma nouvelle vie, aux cours, aux nouveaux amis. C'est au bout de 3 mois que j'ai réalisé que je ne m'étais pas réveillé une seule fois avec des marques depuis mon arrivée. Mes bras étaient normaux, ma peau était nette. Pour la première fois depuis des années, je dormais tranquille, sans me réveiller en brûlant. J'ai appelé mes parents pour leur dire, et ils étaient super contents. Ma mère a dit que c'était sûrement le changement d'environnement, l'air différent, ou alors que j'avais enfin grandi et que mon corps avait réglé le problème tout seul. On était tous soulagés. L'année universitaire s'est bien passée. J'avais de bons résultats, je m'étais fait des amis sympas, et surtout, je dormais enfin normalement. Plus de griffures, plus de réveils douloureux, plus de crème à mettre tous les matins. C'était un soulagement énorme. Et puis les vacances de Thanksgiving sont arrivées. Je suis rentré chez mes parents pour 4 jours. J'étais content de les revoir, de retrouver ma chambre d'enfance, mes repères. Le premier soir, on a mangé ensemble, on a rattrapé les nouvelles. Tout était parfait.
Je me suis couché dans mon ancien lit vers 23 heures, fatigué par le voyage, mais heureux d'être à la maison. Je me suis endormi rapidement, comme d'habitude maintenant que je n'avais plus de problème de sommeil, et je me suis réveillé vers 4 heures du matin avec cette sensation familière que j'avais presque oubliée. Une brûlure intense sur le côté droit, sous les côtes. Cette douleur qui pique et qui brûle en même temps. Exactement comme avant. Je me suis levé pour aller regarder dans la salle de bain, et j'ai vu 3 longues griffures rouges qui descendaient sur mon flanc. Des marques fraîches, encore un peu gonflées, qui ressemblaient exactement à celles que j'avais pendant toute mon enfance. J'étais abasourdi. Comment c'était possible? Ça faisait des mois que je n'avais plus eu ce problème. Et là, dès ma première nuit à la maison, ça recommençait. Ma première réaction a été de me dire que c'était peut-être juste la nostalgie, le stress du retour, quelque chose comme ça, que mon corps avait peut-être gardé une mémoire de ces nuits difficiles et qu'il réagissait au fait d'être dans mon ancienne chambre. Le lendemain matin, ma mère a vu que je mettais de la crème, et elle a soupiré. Elle espérait que c'était fini définitivement, mais elle a dit que c'était peut-être normal que ça revienne de temps en temps. Elle m'a conseillé de voir un médecin si ça continuait. La deuxième nuit chez mes parents, j'ai essayé de faire attention. J'ai vérifié que mes ongles étaient bien courts. J'ai même remis des gants comme quand j'étais petit. Mais le matin, j'avais encore des marques, cette fois sur l'avant-bras gauche. 4 lignes parallèles, nettes et profondes. Le troisième soir, j'ai carrément dormi avec des manches longues et des gants épais. Résultat, des griffures dans le dos, à un endroit que je n'aurais jamais pu atteindre, même en me contorsionnant. C'est là que j'ai commencé à avoir peur. Ces marques n'étaient pas logiques. Elles apparaissaient à des endroits que je ne pouvais pas griffer moi-même, même en dormant. Et elles étaient trop régulières, trop nettes pour être accidentelles. Je suis rentré sur le campus avec un immense soulagement. Dès la première nuit dans ma chambre d'étudiant, plus rien. Pas de griffures, pas de brûlures, un sommeil paisible. Et ça a duré tout le reste de l'année scolaire. Mais au printemps, j'ai dû rentrer chez mes parents pour quelques jours pendant les vacances, et c'est reparti immédiatement. Première nuit, des marques sur l'épaule. Deuxième nuit, sur la cuisse. Toujours ces lignes parallèles, toujours cette brûlure qui me réveillait. C'est là que ça a fait tilt. Ce n'était pas moi qui me faisais ces marques, et ce n'était pas une maladie de peau non plus. Il y avait quelque chose dans cette maison, quelque chose qui ne me touchait que quand j'étais là. J'en ai parlé à ma copine de l'époque. Au début, elle a essayé de me rassurer, de trouver des explications rationnelles. Mais quand je lui ai montré les photos que j'avais prises des griffures, elle est devenue toute pâle. Elle m'a fait remarquer quelque chose que je n'avais pas vu. Les griffures étaient toujours par groupe de 3 ou 4, toujours parallèles, toujours de la même profondeur. Exactement comme si quelqu'un avec des ongles très longs m'avait griffé pendant mon sommeil. Elle m'a suggéré de dormir chez elle la prochaine fois que je rentrais chez mes parents, juste pour voir. J'ai essayé lors du week-end suivant. 4 nuits chez elle, dans sa chambre, dans son lit. Aucune marque, aucune griffure, aucun réveil douloureux. Puis j'ai testé de dormir chez mes parents une seule nuit en rentrant juste pour récupérer des affaires. Le lendemain matin, nouvelle griffure sur le mollet. C'était clair maintenant. Il y avait quelque chose dans la maison de mes parents qui me faisait ça. Quelque chose qui m'avait fait ça pendant toute mon enfance et mon adolescence, et qui reprenait ses habitudes dès que je remettais les pieds dans cette maison. J'ai essayé d'en parler à mes parents, mais comment expliquer ça sans passer pour fou? Leur dire qu'il y avait une entité dans leur maison qui me griffait la nuit? Ils auraient pensé que j'avais craqué à cause du stress des études. Mon frère avait récupéré mon ancienne chambre quand j'étais parti à l'université. J'ai essayé de lui demander discrètement s'il avait des problèmes pour dormir, s'il se réveillait avec des marques bizarres. Mais non, lui dormait très bien. Il n'avait jamais eu de griffure. Ça m'a troublé encore plus. Pourquoi moi, spécifiquement? Qu'est-ce que j'avais de différent? Pourquoi cette chose, quelle qu'elle soit, s'acharnait sur moi et pas sur mon frère? J'ai commencé à espacer mes retours à la maison. Je trouvais toujours des excuses pour ne pas venir, pour rester sur le campus, même pendant les vacances. Mes parents étaient déçus, ils ne comprenaient pas pourquoi je les évitais. Mais parfois, je n'avais pas le choix. Un anniversaire important, Noël, des occasions où je ne pouvais vraiment pas me défiler. Et à chaque fois, c'était la même chose. Dès que je dormais dans cette maison, les griffures revenaient. Le pire, c'est que j'avais l'impression qu'elles empiraient, comme si cette chose était en colère, que je l'évitais, qu'elle se vengeait en étant plus agressive quand j'étais là. Les marques étaient plus profondes, plus nombreuses, et elles apparaissaient plus vite. Une nuit, je me suis même réveillé pendant que ça arrivait. J'ai senti quelque chose comme des ongles qui glissaient sur ma peau, juste au moment où je sortais du sommeil. J'ai allumé la lumière d'un coup, le cœur battant, mais il n'y avait personne dans la chambre, juste ces 4 nouvelles lignes rouges sur mon bras qui commençaient à brûler. Je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrivait, à moi. Mais une chose est sûre, cette maison n'était pas un endroit sûr pour moi.
Et maintenant, chaque fois que j'y retourne, je sais que je vais en repartir avec de nouvelles marques. Comme si cette chose me rappelait qu'elle est toujours là, qu'elle m'attend, et qu'elle ne me laissera jamais oublier. Fin des histoires. Si vous avez aimé ces récits, n'hésitez pas à partager vos propres expériences ou à poser des questions. Et surtout, dormez bien, si vous le pouvez.